Vouloir changer le monde, c'est ne pas se satisfaire de celui dans lequel nous vivons. Fortune, richesse, pauvreté, mal logement, insécurité alimentaire, précarité énergétique, injustice fiscale. Notre monde est empreint d'éléments caractéristiques de nos sociétés mondialisées, les inégalités sociales. Après un XXe siècle de réduction des inégalités, les 2 premières décennies du XXIe siècle marquent une rupture franche avec cette histoire. Car depuis le début de la mondialisation, les richesses produites ont fortement augmenté, mais leur répartition, elle, s'est amoindrie. Si bien qu'aujourd'hui, dans le monde, la fortune des 1% les plus riches dépasse celle des 99% restants. 26 personnes possèdent autant que la moitié de l'humanité. Et la fortune des plus fortunés ne cesse de grimper. En France, de mars 2020 à octobre 2021, en pleine pandémie de Covid, les richesses des grandes fortunes françaises ont bondi de 86%, soit un gain de 236 milliards d'euros. Une nette augmentation plus rapide en 19 mois de pandémie que pendant la dernière décennie. Désormais, en Hexagone, 5 personnes possèdent autant que 27 millions d'autres, c'est-à-dire 40% de la population française. Mais dans le même temps, la pauvreté, elle, augmente. En France, 10 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. 8 millions sont en insécurité alimentaire, 4 millions de personnes sont dites mal logées et 300 000 sont sans domicile fixe. Une triste réalité qui ne se limite pas à la France. Dans le monde, pour la première fois depuis plus de 20 ans, l'extrême pauvreté a augmenté, en raison notamment des conséquences de la pandémie. Près de 780 millions de personnes vivent désormais avec moins d'1,90$ par jour, soit plus de 11% de la population mondiale. Derrière ces chiffres, des hommes, des femmes, des enfants sont en situation de grande précarité. Ils et elles vivent chaque jour des situations très concrètes, en matière de confort, d'hygiène, d'insertion professionnelle, d'éducation, de santé ou encore d'espérance de vie. Mais les inégalités sociales ne sont pas une fatalité. Elles sont le résultat de décisions politiques, défiscalisation des niches fiscales, réduction des impôts sur les grandes fortunes, baisse des prestations sociales. Ces politiques néolibérales, visant à réduire l'emprise de l'État sur l'économie au profit du secteur privé, sont de nature à favoriser les plus aisés, au détriment des plus précaires. À travers le monde, cette crise des inégalités constitue le terreau de crise sociale, que l'on voit partout prendre le visage de grands mouvements citoyens. En France, avec le grand mouvement des Gilets jaunes, mais aussi au Liban, au Chili, en Équateur, en Algérie, en Tunisie. Partout, des millions de personnes crient leur refus de l'injustice et de l'indécence. Ces mouvements populaires ont tous été entendus, mais ont-ils vraiment été écoutés ? Quelle a été la réponse des dirigeants politiques ? Au mieux, l'ignorance. Au pire, la répression. Il est beaucoup plus facile de contourner le problème que de le résoudre. Pourtant, des solutions existent. Nous pourrions par exemple imposer une fiscalité plus juste, rétablir un impôt sur les grandes fortunes, lutter plus efficacement contre l'évasion fiscale et les fraudeurs du fisc, garantir à chacun les besoins primaires d'existence. Les solutions ne manquent pas. Ce qui manque, c'est la volonté. Mais imaginez si nous avions des présidents qui luttaient réellement contre les inégalités sociales. Les salaires les plus bas auraient certainement été augmentés, entraînant une hausse de la consommation populaire. Les prix de première nécessité seraient probablement bloqués pour lutter contre l'inflation. La pauvreté serait largement réduite, les richesses beaucoup mieux réparties et les tensions sociales bien plus apaisées. Entre autres, nos sociétés seraient totalement changées. Mais cela a un prix. Les personnes dont les revenus sont les plus élevés participeraient davantage dans la solidarité nationale. Or, puisqu'il se trouve que ce sont ces mêmes personnes qui ont le plus d'influence auprès des hommes politiques, cela devient beaucoup plus compliqué. Si bien qu'aujourd'hui, l'intérêt particulier d'une minorité prime très souvent sur l'intérêt général de la population, créant les conditions parfaites d'une stagnation des classes sociales. Ainsi, les inégalités et donc les injustices sont de plus en plus héréditaires. Aujourd'hui, 60% des patrimoines sont hérités, contre 35% au début des années 70. Se transmettant de génération en génération, les inégalités sociales des parents se répercutent sur les enfants, notamment en matière d'éducation. Car selon les moyens de la famille, de la commune de résidence ou de l'adresse de l'école, l'enseignement n'est pas exactement le même pour tous. Selon une enquête PISA, la France est même en tête du classement des inégalités dans l'éducation, le poids du déterminisme social sur les performances des élèves français étant plus fort que dans tous les pays de l'OCDE, impactant les résultats des élèves, mais aussi l'orientation, la diplomation et ainsi l'insertion professionnelle. Un cercle vicieux qui ne cesse de grandir au fil des ans. Les inégalités sociales sont liées à nos choix de société. Des choix pris par une minorité de personnes, des institutions et des gouvernements qui ont trop rarement demandé l'avis au reste de la population. C'est ainsi. Mais peut-être est-il temps de faire autrement.
Peut-être est-il temps de tout changer. Révolutionner nos modèles économiques, établir une fiscalité plus juste, venir en aide aux plus démunis, garantir l'égalité de chances pour tous, défendre les valeurs de partage et de solidarité, rebâtir nos sociétés sur de nouvelles bases. Bref, tout changer de A à Z. Dit comme ça, cela paraît impossible, irréaliste, utopique. Le changement n'est pas facile, certes, mais possible. Tout est possible, à condition de réellement le vouloir et d'agir suffisamment pour le concrétiser. La porte du changement ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Chacun de nous en détient la clé.